Merci beaucoup à tous et à toutes de me donner l'opportunité de présenter mes travaux de thèse. Pour me présenter brièvement, je suis Sarah Martouzet, donc, et après un master de philosophie et un autre master en anthropologie, je me suis orientée vers un doctorat en santé publique à l'Université de Tours au sein de l'équipe d'accueil éducation, éthique et santé. J'ai débuté ma thèse en octobre 2021. C'est une thèse qui s'intitule Sens et valeurs du soin dans l'accompagnement de fin de vie associé au prélèvement d'organes de type Maastricht 3, une approche de philosophie de terrain. Ce sujet, il est sous la direction de Monsieur Emmanuel Ruche, professeur en santé publique à l'Université de Tours, et Monsieur Thomas Boyer-Cassem, professeur de philosophie à l'Université de Poitiers. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part des hypothèses sur lesquelles je travaille et que je confronte actuellement durant mon enquête de terrain. J'aimerais vous montrer en quoi ces hypothèses justifient de façon itérative mon cadre méthodologique. Pour introduire mon sujet de recherche, je souhaite commencer mon propos par un extrait d'entretien que j'ai réalisé lors de mon master de recherche. Antoine, il s'agit d'un prénom d'anonymisation, est un médecin dans un service de réanimation d'un hôpital parisien. Et il me fait part de son ressenti lors des différents types de décès de ses patients. Ce médecin est très exactement au cœur des situations que je souhaite examiner durant ma thèse. Je le cite. Quand il y a un malade qui est en fin de vie et qui décède tranquillement avec sa famille, je suis un peu satisfait que ça se soit bien passé. Un malade qui meurt correctement, c'est aussi important qu'un malade qui guérit, quoi. Si sa bonne trajectoire, c'était de mourir, ben je suis content quand ça se passe comme ça. Quand il y a un décès suivi d'un prélèvement d'organes, je ressens pas ça. Parce qu'il y a le patient avec les chirurgiens qui sont déjà en stérile, avec un scalpel dans chaque main, qui attendent dans le couloir, qui racontent leur week-end. Je me dis pas c'est comme ça qu'ils devaient mourir, quoi. J'ai dans la tête les mots on leur vole leur mort. L'examen de ces propos, qui sont évidemment à resituer dans le discours global de la personne, illustre la dimension éthique de ces situations conflictuelles que je souhaite étudier durant ma thèse. Quelques précisions contextuelles. En France, la sédation profonde, continue et terminale permet aux patients de mourir sans souffrance, avec ses proches, et dans un délai très variable. Le soignant est passif, il laisse mourir. Concrètement, il s'agit de, entre guillemets, débrancher les machines d'un patient sédaté, qui ne sent donc rien. C'est ce que la loi Lonetti-Claes de 2016 autorise afin de lutter contre l'acharnement thérapeutique. Elle autorise notamment l'administration aux patients en fin de vie, je cite la loi en question, d'une sédation profonde et continue, provoquant une altération de la conscience, maintenue jusqu'au décès, lorsque les soins apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. C'est une procédure de fin de vie assez courante en réanimation lorsque le pronostic du patient est trop défavorable pour garantir le respect de sa dignité. Une décision est alors prise collégialement avec le médecin réanimateur en charge du patient, des collègues de son service, des personnels paramédicaux qui s'occupent du patient, parfois un interne et surtout un intervenant extérieur au service, un chirurgien, un réanimateur d'un autre service ou un médecin en soins palliatifs par exemple. Et ce, afin de questionner la pertinence des soins face au pronostic du patient et donc questionner la légitimité de la mise en œuvre ou non d'un arrêt des thérapeutiques pour ces patients. Ces procédures, elles permettent donc une maîtrise de la fin de vie et présentent une opportunité pour le prélèvement d'organes. Ainsi, la procédure Maastricht 3 consiste en un prélèvement d'organes à la suite d'un arrêt des thérapeutiques. L'arrêt des thérapeutiques en soi soulève déjà un certain nombre d'enjeux qui viennent se réactualiser, se complexifier lorsqu'un prélèvement d'organes est envisagé par la suite. Il y a une tension potentielle entre, d'une part, la fin de vie d'un donneur et d'autre part, les modalités techniques du prélèvement d'organes. Une difficulté se pose dès lors que le patient donne ses organes, notamment parce que le décès doit survenir rapidement pour que les organes ne souffrent pas durant la phase agonique et donc préserver la qualité des greffons pour les futurs receveurs greffés. Autrement dit, si la phase agonique est trop longue, les organes perdent en qualité, les rendant non transplantables. Tout cela implique des conditions de décès très technicisées, déshumanisantes, dépersonnalisantes. La présence des proches n'est pas encouragée, elle est même parfois découragée pour ces raisons. Et la pression de la réussite du prélèvement d'organes incite à jouer avec le double effet de la sédation. En effet, la sédation garantit d'une part le confort du patient afin qu'il ne souffre pas, et en même temps, d'autre part, à forte dose, la sédation accélère le décès du patient. Se pose alors ici la question de l'intention du geste du soignant, ainsi que la passivité de celui-ci dans le décès de son patient, qui peut être perçue par certains soignants eux-mêmes
comme une forme de transgression du principe de laisser mourir en injectant notamment de très fortes doses de sédation pour garantir le succès du prélèvement. Comme le souligne le médecin dans l'extrait d'entretien que je vous ai cité en début de présentation, lorsqu'il est question de voler la mort des patients donneurs, le médecin pointe ici un conflit de valeurs interne au protocole Maastricht 3. Un conflit entre, d'une part, l'accompagnement de fin de vie durant l'arrêt des thérapeutiques et, d'autre part, les modalités techniques du prélèvement d'organes. Les valeurs sont engagées dans chacune des pratiques, que ce soit des valeurs éthiques, techniques, juridiques, sociales, anthropologiques, etc. Et ces valeurs ne sont pas entièrement conciliables entre elles. Cela nécessite la mise en place de stratégies, inconstantes et informelles pour la plupart, afin de négocier ces valeurs et les prioriser pour réduire la tension éthique. Lors de la décision collégiale d'arrêt des thérapeutiques, la tension entre d'une part arrêt des thérapeutiques et d'autre part prélèvement d'organes se manifeste chez les soignants par une crainte d'un conflit d'intérêts. La crainte de faire mourir pour prélever et donc d'être accusé d'utilitarisme. Cette tension, elle est partiellement résolue par la mise en scène de la décision où chacun joue le rôle finalement de celui qui ignore l'opportunité du prélèvement d'organes. D'ailleurs, l'Agence de biomédecine recommande une étanchéité stricte des filières de fin de vie et de prélèvement d'organes, qui trouve ici une application à ce moment du protocole. Cependant, cette résolution du conflit a ses propres limites. Le décalage entre les pratiques et les recommandations théoriques implique chez les soignants un jeu schizophrénique afin d'obtenir l'adhésion de tous à la décision. Une fois la décision actée, la période d'attente soulève elle aussi de nouvelles tensions en termes d'intention du soin. Est-ce qu'on soigne pour les organes ou est-ce qu'on accompagne un patient en fin de vie? Comment on justifie ce délai d'attente de la mise en place de la procédure alors qu'on a acté que toute forme de soin relève de l'acharnement? Que faire si le donneur se dégrade durant ce délai? Est-ce que c'est la décision d'arrêt des thérapeutiques qui prime? Et dans ce cas, aucune thérapeutique ne doit être administrée? Ou bien faut-il soigner pour aboutir au prélèvement d'organes? Toutes ces questions, elles impliquent des choix, des décisions de la part des soignants à l'échelle du service de réanimation, qui doivent alors prioriser soit les pratiques de fin de vie, soit les pratiques de prélèvement d'organes. Enfin, la mise en application de la procédure Maastricht 3 se caractérise par une très forte pression des modalités techniques du prélèvement d'organes sur la fin de vie, nuisant en un sens à la ritualisation de la fin de vie en termes d'accompagnement social vers la mort. Le prélèvement modifie les pratiques de fin de vie et les soignants sont pour certains mal à l'aise avec cela, au point de souhaiter l'échec de la procédure afin de ne pas subir justement ce sentiment de voler la mort des patients, les derniers instants de leurs patients. Ces données et analyses sont issues d'un travail préliminaire que j'ai effectué lors d'une enquête de terrain réalisée dans un service de réanimation dans le cadre de mon mémoire de master. Évidemment, ces négociations de valeur, elles impliquent des marges de négociation. Alors, si les contraintes techniques et les contraintes juridiques sont difficilement négociables, c'est davantage avec les enjeux anthropologiques et éthiques que les soignants peuvent jouer. De ce constat ethnographique, j'ai souhaité aller plus loin en m'intéressant à ces dynamiques de négociation de valeurs qui aboutissent à des prises de décision dans un contexte de conflit de valeurs. L'objectif de ma thèse est de tenter de répondre à la question suivante: comment ces différentes valeurs, ces différents systèmes de valeurs, qu'ils relèvent d'enjeux éthiques, techniques, juridiques, anthropologiques, etc., que ces valeurs relèvent de l'accompagnement de fin de vie ou de l'activité de prélèvement et de transplantation d'organes, bref, comment ces systèmes de valeurs s'articulent et se négocient de la prise de décision à la mise en application du protocole Maastricht 3. Et finalement, comment ces enjeux se conceptualisent lorsque la mort devient l'objet d'un potentiel conflit. Deux axes de recherche viennent structurer l'examen de cette question. Un premier axe de description et d'étude du discours des soignants qui met en lumière l'usage qu'ils font des notions, catégories, arguments, bref, ce qui compte, ce qui a de la valeur dans ce qui va dicter ou du moins orienter l'action des soignants. Mes recherches en master ainsi que les premiers entretiens m'ont permis de montrer que le discours des soignants est empreint de connotations et de problématiques philosophiques. Par exemple, il est souvent question chez eux de déontologie, d'autonomie, de volonté, évoquant ainsi un vocabulaire kantien. On trouve aussi dans ce discours les notions lévinassiennes de responsabilité, de vulnérabilité, d'expérience éthique.
Et dans un autre registre, la crainte des soignants de l'instrumentalisation du corps et de la mort, comme on a pu le remarquer dans l'extrait d'entretien que je vous ai cité précédemment, cette crainte invite à une réflexion sur l'utilitarisme et sur sa critique faite notamment par Hans Jonas. La question de l'intentionnalité de l'action nous invite à redire ce que Hans Combe écrit sur les caractéristiques de désirabilité. En fait, finalement, ces différents exemples de notions nous donnent déjà un aperçu d'une corpus étudiée qui, évidemment, en fonction des données collectées, évolue. Mon deuxième axe de recherche est un axe davantage métaéthique qui repose sur une conceptualisation du raisonnement pratique et ou de la délibération pratique sur le processus décisionnel dans les cas d'arrêt des thérapeutiques suivis d'un prélèvement d'organes. Plus largement, il s'agit d'une réflexion autour des modalités de production et de modification des valeurs et des systèmes de valeurs dans les pratiques médicales d'un service hospitalier, ainsi que sur les processus décisionnels qui mènent à ce genre de pratiques. L'approche critique de la décision, qu'elle découle d'un raisonnement ou d'une délibération, qu'elle soit individuelle ou collective, formelle ou informelle, requiert une formalisation que j'élabore et qui est un élément central dans mon travail de thèse. Pour organiser ma recherche, je pose l'hypothèse selon laquelle les modalités techniques du prélèvement d'organes affectant celles de la fin de vie, la situation dans laquelle se trouvent les soignants les met éthiquement dans des positions insatisfaisantes et délicates. Le protocole Maastricht 3, c'est-à-dire l'arrêt des thérapeutiques suivi d'un prélèvement d'organes, ne permet pas de respecter à la fois l'intentionnalité du soin de fin de vie et les contraintes techniques du prélèvement d'organes. Par conséquent, des stratégies conscientes ou inconscientes sont mises en place par les soignants. Les valeurs en jeu lors du protocole Maastricht 3 sont engagées rationnellement. Elles constituent un noyau éthique consensuel relativement partagé dans la société. Par exemple, les valeurs d'accompagnement de fin de vie et de non-acharnement thérapeutique sont relativement, voire très consensuelles. Il est plutôt accepté de vouloir être accompagné médicalement, affectivement, socialement vers la mort lorsque les techniques médicales n'offrent plus d'espoir de guérison. Ces valeurs, elles se défendent sur le registre de la rationalité et sont d'ailleurs institutionnalisées, d'une part par la loi Leonetti, qui se veut lutter contre l'acharnement thérapeutique, et d'autre part par la loi Leonetti-Claes, qui, elle, légalise la sédation profonde, continue et maintenue jusqu'au décès. La valeur du laisser mourir, c'est-à-dire la passivité du soignant dans le décès de son patient lors des arrêts des thérapeutiques, est quant à elle plutôt remise en question, en tout cas de plus en plus remise en question, comme en témoigne la réactualisation des débats sur la légalisation de l'euthanasie en France. Mais lors du protocole Maastricht 3, les valeurs de fin de vie, impliquant un accompagnement affectif, sont difficilement conciliables avec les valeurs techniques du don d'organes qui laissent peu de temps et surtout peu d'espace à cet accompagnement-là. Donc que faire face à cette tension ? Les soignants peuvent renoncer à l'opportunité du prélèvement d'organes en raison des contraintes techniques qui imposent des modifications des pratiques de fin de vie des donneurs potentiels. Certains centres hospitaliers qui disposent des moyens humains, techniques, organisationnels sont toujours réticents à mettre en place ce protocole. On peut éventuellement émettre l'hypothèse que c'est pour des raisons éthiques. Ils choisissent donc de renoncer à une activité de prélèvement d'organes et en un sens, ces centres choisissent de se mettre hors du dilemme éthique, hors de la tension. Et c'est aussi une forme de stratégie pour résoudre ce conflit. Que font les soignants si au contraire ils décident de ne pas renoncer à l'activité de prélèvement d'organes, s'ils décident de ne pas se mettre hors jeu par rapport à ce dilemme? Il s'agit alors pour les soignants de hiérarchiser les valeurs en jeu, les organiser, les prioriser en situation et de façon intersubjective à l'échelle d'un service. Ça constitue alors une culture locale, une culture de service, pour reprendre l'expression de la sociologue Nancy Kantich-Barnes. Il s'agit donc de mon hypothèse sous-jacente. Le protocole Maastricht 3 illustre des stratégies émorationnelles de résolution et d'apaisement des dilemmes éthiques. Ce terme d'émorationalité, il vient du sociologue canadien Simon Laflamme, et celui-ci critique une certaine théorie de l'action qui soutient que les acteurs sociaux agiraient rationnellement, consciemment, intentionnellement, stratégiquement, librement aussi, et ce, en fonction de leurs propres intérêts. Raison et émotion sont pour Simon Laflamme deux modes de traitement des données, deux modes de traitement de l'information, et la subjectivité est, quant à elle, un mode d'appréhension d'une situation donnée.
Considérer émotion, subjectivité et raison de façon intriquée, processuelle et dans une dimension communicationnelle et intersubjective, c'est considérer que des valeurs sont engagées rationnellement, mais que lors des conflits de valeurs, lors des tensions, où la rationalité stricte ne peut pas trancher, c'est à l'échelle collective que l'intersubjectivité va permettre d'apaiser ces tensions et de les résoudre, du moins partiellement. Je couple cet outil conceptuel qu'est l'émorationalité avec l'appareil critique développé par Lucien Sfez dans sa critique de la décision. Sfez, il critique le schéma traditionnel de la décision qui repose sur 3 aspects: la linéarité de la décision, la rationalité ou plutôt la monorationalité sur laquelle repose cette décision, et la liberté du sujet décidant. Ici, on peut voir que Sfez et Laflamme font front commun, notamment concernant une certaine critique de la rationalité. Mais Sfez va plus loin et nous dit qu'en termes de théorie critique, c'est l'ensemble du schéma de la décision qui est remis en question, c'est-à-dire sa rationalité, sa linéarité, la fragmentation du processus décisionnel et toute la vision de l'homme qui est sous-entendue par ce système. Ainsi, Sfez montre que la théorie de la décision est elle-même une pièce du système politique où elle a un rôle décisif à jouer. De là, je pose une seconde hypothèse sous-jacente concernant une certaine performativité de la théorie de la décision. La bonne décision, la décision légitime, serait la décision linéaire, rationnelle et libre. En effet, cette conception de la décision imprègne nos pratiques. Nous agissons comme si nos actions étaient les conséquences logiques, rationnelles, causales, linéaires, libres de nos décisions. Reprenons les 3 dimensions de cette théorie de la décision. Tout d'abord, la linéarité. Nos décisions, elles s'inscrivent dans un schéma linéaire, fragmenté, délibération, décision, application. Formellement, en effet, sur le terrain, nous observons que les réunions décisionnelles sont organisées. Ce sont des réunions collégiales exigées par les recommandations concernant les décisions d'arrêt thérapeutique. Les soignants y délibèrent, y décident, puis appliquent leurs décisions. Les premiers entretiens nous montrent aussi que la finalité de la décision est régulièrement déjà établie par le médecin responsable avant même les délibérations collectives, avant même les réunions décisionnelles. La réunion décisionnelle a alors davantage pour fonction d'obtenir l'adhésion de tous que la fonction de décider. Jouer le jeu du schéma classique linéaire délibération-décision, ce n'est pas tant décider, c'est davantage rendre intelligible une réflexion pour la compréhension de tous nécessaire à l'adhésion, notamment du personnel paramédical, mais aussi plus largement à l'entourage du patient et à la société de manière générale. De même, la délibération peut se poursuivre après la prise de décision. Les soignants poursuivent informellement leurs réflexions, lors des pauses café, lors des soirées, etc. Ils rediscutent de la réunion, reformulent leurs réflexions et continuent de délibérer, notamment pour appuyer et renforcer la légitimité et le bien fondé de la décision. Deuxième aspect de la théorie de la décision, la rationalité. L'exigence de collégialité de cette réunion décisionnelle lors des arrêts thérapeutiques est déjà, en un sens, un premier pas vers une reconnaissance des limites de la rationalité. Si décider d'un arrêt thérapeutique implique uniquement la rationalité, finalement, une seule personne pourrait décider tant que son raisonnement relève bien du registre de la rationalité. Or, exiger la collégialité, c'est admettre que la décision ne peut être que meilleure, plus juste, plus fiable, plus admise surtout si elle est prise à plusieurs. L'un des aspects à creuser ici, c'est de savoir si la décision d'arrêt thérapeutique est un raisonnement, la conséquence logique et certaine de l'établissement d'un pronostic pour un patient, ou bien si cette décision relève d'un choix qui implique évidemment un raisonnement médical à partir de données rationnelles, mais aussi des valeurs qui se manifestent dans la subjectivité des soignants, dans leur sensibilité, dans leurs convictions, dans l'interprétation toujours un peu subjective d'une situation, dans les projections que chacun peut avoir dans un contexte d'incertitude, notamment concernant les directives d'un patient ou son pronostic. Le troisième et dernier aspect de la théorie de la décision, c'est la liberté. C'est un aspect qui me semble plus évident. Il s'agit de la controverse assez classique entre liberté et déterminisme. Et le temps étant compté, il m'est paru moins nécessaire de développer cet aspect-là, mais on pourra y revenir. Finalement, ce schéma traditionnel de la décision semble devenu un modèle de ce que la société, et donc les soignants, interprètent comme étant la décision, la bonne décision,
la décision légitime et surtout la décision qui est reconnue comme telle. C'est en ce sens que je parle de performativité de la décision. Finalement, en reprenant les termes de Lucien Sfez, la pratique théorisée de la décision se distingue de la pratique réelle de la décision que nous cherchons à mettre en évidence dans ce travail. La pratique réelle, nous dit Sfez, correspond à, je le cite, une pratique démystifiée, une perception qui est le produit d'une activité de connaissance d'une situation déjà critiquée. La pratique réelle détermine son propre objet, sur lequel elle s'exerce et pose la question de cet exercice dans son rapport à la société. Autrement dit, la pratique réelle n'est réelle que parce qu'elle se connaît comme produisant, dans certaines conditions déterminées, comme étant effet de sa propre connaissance. Ainsi, pour notre sujet, les soignants jouent, ils miment, ils performent, ils mettent en scène cette théorie de la décision, et c'est ça ce que Lucien Sfez appelle la pratique théorisée. Finalement, ma thèse vise aussi à interroger les conditions dans lesquelles la théorie classique de la décision devient performative. On s'interroge sur les capacités de cette théorie à affecter la réalité dans le sens de ce qu'elle va affirmer. Or, pour Sfez, c'est par les données issues de l'observation des pratiques décisionnelles au sens large qu'on peut évaluer les théories de la décision. Ainsi, de la même façon, il faut que j'évalue mes hypothèses que je viens de vous présenter avec des données de terrain. De ce fait, je mobilise une approche de philosophie de terrain avec une approche anthropologique pour identifier en situation les tensions éthiques vécues mais aussi restituées par les soignants, et surtout une approche philosophique pour analyser les données, notamment discursives, et conceptualiser les valeurs mises en tension. Actuellement, je collecte ethnographiquement des données de terrain au sein de 3 services de réanimation et de coordination au prélèvement d'organes et de tissus. Il s'agit de données observationnelles, mais aussi de données discursives. Je mobilise une approche itérative basée sur la théorie ancrée. En gros, j'adapte et je reconstruis mes guides d'entretien et d'observation, ainsi que mes hypothèses par rapport aux données que je recueille, et ce, jusqu'à saturation, c'est-à-dire à une vingtaine, voire une trentaine d'entretiens qui sont retranscrits et analysés. Finalement, mon cadre conceptuel rejoint mon cadre méthodologique et le nourrit, et inversement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. C'était une présentation extrêmement claire et intéressante. On va maintenant passer aux questions. Donc, j'invite tous les participants à les poser dans le chat. On a une première question d'Isabelle Cuchet. Quelle est la place des proches et du patient dans la décision de prélèvement d'organes? Cette place ne pourrait-elle pas aider les soignants dans leurs décisions? Évidemment, les proches ont un rôle à jouer dans la décision, notamment parce qu'ils rapportent les volontés, les directives potentielles du patient. Cependant, ils ne sont pas inclus dans la décision, notamment pour ne pas leur faire porter le poids, la responsabilité de la décision. Donc finalement, ça va être le personnel paramédical, notamment qui a un contact privilégié avec la famille, qui va rapporter, se faire les porte-paroles de la famille, de l'entourage lors de ces décisions-là, mais les familles ne vont pas être présentes. D'accord, très bien. D'autres questions? Sarah Carvalho qui nous demande comment articulez-vous décision collective et décision personnelle à l'échelle des soignants? Où se joue la négociation des valeurs? La négociation des valeurs, elle va se jouer à l'échelle du service. C'est-à-dire qu'il va se développer des cultures locales, des cultures de service, où finalement on va parvenir à un consensus où les soignants vont finalement adopter des pratiques éthiques qui vont être admises par tous. Là où certains services vont par exemple admettre que les pratiques de prélèvement d'organes et celles de fin de vie sont négociables, notamment au niveau de l'arrêt des thérapeutiques, notamment au moment où le patient va décéder dans des conditions très technicisées. D'autres centres, d'autres services vont considérer que ce n'est pas dans leur valeur, ce n'est pas dans leur conviction de faire des arrêts des thérapeutiques, de faire des fins de vie dans des conditions très technicisées, et par conséquent, ils vont renoncer à mettre en place ce protocole-là. L'articulation entre décision individuelle et décision personnelle et décision collective
La loi et les recommandations posent que cette décision d'arrêt thérapeutique est une décision collégiale. Elle doit être prise à plusieurs, à l'échelle du service, mais aussi en invitant un intervenant extérieur qui est le témoin du bon déroulement du processus décisionnel. Cependant, à la fin, c'est la responsabilité juridique d'un médecin qui est engagée. Et là, on observe un peu deux types de responsabilités. Il y a une responsabilité juridique en cas de conflit, en cas de procès, par exemple, et une responsabilité plus symbolique qui engage l'ensemble des soignants dans l'accompagnement du patient qui veut donner ses organes. D'accord, merci. Sarah, vous voulez peut-être prendre la parole directement sur la petite précision que vous avez ajoutée? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que juste pour les histoires de négociation, en fait, évidemment, il y a la culture de service et les individus qui sont impliqués pour, disons, structurer ce service. Mais il y a aussi des négociations de valeur qui se font bien en amont, justement, quand on adopte des réglementations du type Maastricht 3 ou autre. Et en fait, ça me semble important de comprendre qu'il y a vraiment une dimension épaisse. Enfin, je reprends le concept de valseur pour dire que la difficulté, c'est de savoir où je me situe quand je prends une décision. Parce qu'évidemment, quand je prends une décision sur arrière-fond de Maastricht 3, c'est pas la même chose que s'il y avait un autre contexte. Et on voit bien aujourd'hui, là, les discussions autour de la fin de vie vont profondément impacter les cultures de service d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient dans le refus ou dans l'adhésion, je veux dire, à la limite, peu importe. Et donc, c'est pour ça que cette histoire de négociation, elle est finalement très contrainte. Oui, évidemment. Vous avez parlé du concept d'épaisseur. J'ai pas eu le temps d'entendre ou de noter le nom de la personne qui travaille Ah cette oui, notion-là. il y a pas mal de gens, hein. Il y a eu Vincent Descombes, Gertz Ok, Clifford. C'est un concept qui vient de George Ryle, un philosophe analytique. Mais ok. là, je faisais référence à Michael Walzer avec sa théorie de la justice, des sphères de la justice, hein, qui montre que, en fait, peut-être que ça serait intéressant d'ailleurs pour vous, qui montre que dans une démocratie plurielle, il y a plusieurs sphères de justice et on ne peut pas appliquer les critères de justice, disons, de l'armée à ceux de l'école ou à ceux de la santé. Et après, qui montre que bien sûr il y a des concepts fins, comme ceux que vous avez mentionnés, de la dignité, de la responsabilité, etc. C'est-à-dire que, en gros, on comprend tous ce que ça veut dire. Par contre, quand on les internalise à leur propre sphère, là, on voit toute l'épaisseur de ces concepts et ça devient beaucoup plus compliqué finalement de savoir ce que c'est que d'être digne voilà, en situation de fin de vie ou d'être responsable quand on est médecin et qu'on doit prendre des décisions. Et parce que justement, il faut ressaisir tout le feuilletage d'une certaine façon d'une sphère qui a ses propres critères. D'accord. Merci beaucoup pour cette référence-là. Je vais la creuser parce qu'elle paraît vraiment importante pour le sujet. Merci. On a aussi une remarque de Sadek Beloussif. Sadek, peut-être que vous préférez prendre la parole vous-même, sinon je lis, comme vous voulez. Oui, rapidement, simplement pour dire, j'ai beaucoup apprécié votre travail sur le fait qu'on pense que il y a une théorie classique de la décision avec une analyse analytico-déductive, alors qu'en fait, bien souvent, on n'est pas dans motif, acte, conséquence, on est dans j'ai pris la décision et je vais aller à rebours de ma mémoire pour substanter et consolider une décision que j'ai déjà prise. Un peu comme si on mettait la charrue avant, avant les. J'écrivais que j'aime beaucoup votre disant que délibérer, décider, en fait, ça a plus intelligible cette décision. Et donc, vous engage de décision collégiale, collégiale. La procédure, elle est collégiale. La phase d'un est unique. Et c'était une des objections des médecins. Voilà.
La procédure est collégiale, c'est le médecin en charge, c'est le responsable de l'équipe, c'est lié, et le fait qu'il soit comptable de cette décision. J'ai eu peut-être un petit problème de connexion. Je suis pas sûre d'avoir pu tout saisir, mais oui, en effet, en fait, on se rend compte que la décision, elle, elle sert pas tant à décider. Et finalement, on peut mettre en évidence un peu deux fonctions de la décision. Ou pour les paramédicaux, décider, c'est comprendre, enfin, être présent à cette réunion décisionnelle collégiale, c'est comprendre pourquoi on va faire tel soin, pourquoi on va arrêter les thérapeutiques ou pourquoi on va les maintenir. Là où pour les médecins, la décision est souvent déjà prise de façon informelle, mais c'est un moyen de partager la responsabilité avec l'ensemble de l'équipe. Donc en fait, on a un peu deux fonctions de la décision en fonction du corps de métier qui est impliqué lors de ces réunions. Merci beaucoup. Pardon, il y a deux fonctions de la réunion, pas de la décision. Oui, de la réunion, excusez-moi. Oui. Il y a deux fonctions de la réunion. Oui. Merci. Élodie, tu avais une question aussi? Oui, j'avais des petites questions. Alors, ce qui ne concerne pas directement le fond de votre sujet de thèse, mais plus la méthodologie et l'encadrement. Déjà, vous avez dit au tout début que vous étiez en co-tutelle, si j'ai bien entendu, avec un directeur ou une directrice d'ailleurs, je ne sais pas, en santé publique et une autre en philosophie. Et je voulais savoir, enfin, si vous pouvez nous dire un petit peu plus là-dessus, c'est-à-dire comment s'est fait ce choix-là? Est-ce que c'est vous qui avez choisi ces deux personnes? Est-ce qu'elles se connaissaient déjà ou pas? Et concrètement, comment ça se passe pour travailler avec l'articulation de ces deux disciplines et quels en sont les avantages et comment justement aussi ça s'articule? Il y a peut-être aussi là des négociations qui se jouent. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas une co-tutelle, c'est un co-encadrement parce que finalement, mon co-encadrant philosophe Thomas Boyer-Cassem n'est pas encore habilité à diriger des recherches. Ça devrait être le cas j'espère, avant ma thèse. Et finalement, j'avais été en contact avec Monsieur Thomas Boyer-Cassem parce qu'il est spécialiste justement des théories de la décision, en philosophie de la décision. Donc en fait, on est parti de nos échanges et puis il fallait trouver un directeur administratif. C'est là où en fait je me suis orientée vers Monsieur Emmanuel Ruch, qui se trouve être en santé publique, qui était une discipline que je ne connaissais pas du tout. Pour moi, c'est une discipline de médecin. Je suis affiliée à la faculté de médecine alors que je manipule des outils des sciences humaines et sociales. Et en fait, il se trouve que cette discipline, elle est vraiment extrêmement intéressante parce que il y a énormément de disciplines. Ce qui nous rejoint, c'est notre thématique de recherche, la santé publique, mais on peut travailler avec des médecins, des épidémiologues, des philosophes, des sociologues, etc. Et finalement, même si c'était pas volontaire de ma part, je trouve que la discipline de la santé publique est vraiment un espace d'échange que je ne trouvais pas forcément en philosophie ou en anthropologie, où là, on est vraiment réunis autour d'outils méthodologiques plus que de thématiques de recherche. Donc finalement, ça s'est fait un peu par hasard, mais c'est un heureux hasard. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est effectivement intéressant à partager aussi pour peut-être soit des jeunes chercheurs qui sont là ou qui souhaitent se lancer dans une thèse. C'est vrai que c'est une expérience, je pense, très enrichissante. Et d'un point de vue méthodologique, j'ai une autre petite question. Donc, vous allez sur le terrain dans 3 services différents. Et Oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu aussi comment ça s'est passé, ça, l'entrée enfin, le contact avec les services, l'acceptation pour eux de vous accueillir dans le service, voilà, la prise de contact et comment ça se passe, comment vous les avez choisis aussi? Alors, j'ai commencé par un premier terrain qui avait sollicité mon directeur de thèse pour une étude qui visait à évaluer la qualité de leurs décisions d'arrêt des thérapeutiques. Donc, c'était pas spécifique au Maastricht 3, mais finalement, ça représentait déjà presque la moitié de mon sujet. Donc, on a été sollicité. Actuellement, j'effectue la collecte des données qualitatives au sein de leur service. Et puis finalement, je leur ai parlé de mon projet de thèse autour du Maastricht 3. Ils m'ont mis en relation avec les personnes qui s'occupaient de ce protocole-là. Et finalement, en fait, c'est plus une relation d'échange. Eux, ils avaient des attentes par rapport à l'étude qu'ils avaient montée de leur côté. Et moi, je leur ai demandé s'ils accepteraient de participer à mon enquête. Donc ça a été le premier terrain.
Ensuite, les autres terrains, ça a été plus compliqué parce que notamment, il y a eu quelques difficultés sur les méthodologies qualitatives qui sont pas forcément toujours très bien reconnues, notamment dans le milieu des sciences dures, des sciences médicales, où parfois les médecins sourient un peu quand on leur dit qu'on fait des entretiens. Donc ça a été un peu difficile. Et puis finalement, à force d'être là, à force d'échanger avec les soignants de façon assez informelle, et surtout, il y a eu des retours de ah bah c'est bien de se poser 1 heure, de discuter du protocole lors d'entretiens. Et ça s'est fait un peu de fil en aiguille, mais c'est vrai que dans les autres terrains où on n'a pas été sollicité, ça a été un peu plus dur de convaincre les gens de participer à l'enquête et surtout de leur dire qu'il y a aussi un intérêt pour eux dans la restitution des données, ne serait-ce que de prendre le temps d'y réfléchir, etc. Donc c'est peut-être la plus grosse difficulté d'entrée du terrain, et ça a été un peu ces 2 régimes de scientificité qui s'affrontent, où les médecins sont très quantitatifs et les méthodologies qualitatives ont du mal à trouver leur légitimité. Et donc, vous Alors, diriez que ce qui a aidé, c'est effectivement d'aller passer, enfin d'être présente. Vous avez dit, c'est à oui, force d'être présente, à force d'avoir des discussions informelles. Donc, c'est ça qui peut être intéressant comme conseil à donner aussi, c'est de prendre le temps de se déplacer, de rencontrer les gens, etc. Ouais. et puis de faire les choses D'accord. de fil en aiguille, en fait, de commencer peut-être à un entretien, sans certitude que finalement on parviendra à suffisamment d'entretiens, et puis de Mhm. bouche à oreille, finalement les Mhm. gens se laissent convaincre. Mhm. D'accord, merci.